Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Comme toute entreprise, les associations sont soumises au droit du travail dès l'emploi du premier ou de la première salarié. D'un point de vue juridique, il n'y a aucune différence entre ces types d'organisations. Mais dans les faits, les écarts de traitement crèvent les yeux. Rémunération en deçà du seuil de pauvreté, contrats qui n'ouvrent pas l'accès aux droits sociaux, protection quasi inexistante des salariés, non-respect des durées légales du temps de travail, les conditions d'emploi du secteur associatif sont dramatiques. Comment repérer les pratiques illégales? Que faire en cas d'abus ou de conflit? Comment combattre la précarisation des statuts? En d'autres termes, quel droit du travail pour les salariés du monde associatif? Et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de son employeur? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 11e épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos, en partenariat avec la Maïf et la métropole de Lyon. Pour parler de ce sujet, nous recevons non pas une association, mais le syndicat Asso, organisation syndicale qui défend les salariés du secteur associatif. Asso est représenté aujourd'hui par Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour, merci. Nous sommes également accompagnés de Simon Cotin-Marx, sociologue et chercheur au laboratoire EMA à l'université de Cergy-Pontoise. Tu as notamment publié l'année dernière C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif aux éditions de l'Atelier et tu nous parleras de la fonction employeur dans le monde associatif. Bonjour Simon. Bonjour. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut Karl. Cet épisode de Questions d'Asso est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sounds of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Asso sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et SoundCloud. Et vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-asso.com où vous retrouverez une version textuelle de cet épisode. On en profite pour vous remercier, chères auditrices et auditeurs, d'être aussi dévoués à ce podcast. Je n'utilise pas le terme au hasard, c'est ce qui ressort du fameux Spotify Wrap que l'on a reçu il y a quelques jours et visiblement beaucoup d'entre vous dévorent les épisodes à la chaîne pour reprendre les termes de Spotify. Et d'ailleurs, ça fait parfaitement le lien avec l'épisode d'aujourd'hui puisque 40% d'entre vous ont commencé à nous écouter à travers l'épisode de la souffrance au travail dans le secteur associatif. Nous sommes donc très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso. Installez-vous confortablement et c'est parti. Et on retrouve Yael pour l'édito. Merci beaucoup Karl. Alors plus qu'un édito, aujourd'hui je vais plutôt vous faire un petit historique de la construction de l'épisode du jour. Donc, comme tu viens de le rappeler, Karl, cet épisode arrive suite à un premier épisode sur la souffrance au travail dans le secteur associatif que nous avons enregistré il y a un peu plus d'1 an, en septembre 2021, avec Patrick de Grimm, qui est une association du champ de l'accompagnement médico-social, et Pascal Dominique Rousseau, qui est journaliste et autrice de Souffrance en milieu engagé aux éditions du Faubourg, et ça a été publié en 2020. Ça a été l'occasion de rappeler les grandes familles de risques psychosociaux qui englobent les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions de travail au sens large. L'occasion aussi de commencer à toucher du doigt les contraintes extérieures qui pèsent sur les associations employeuses et les conséquences que cela peut avoir sur les organisations du travail et sur la santé des salariés. Patrick nous a partagé un dispositif de prévention des risques sur lequel il a travaillé avec l'association Grimm, une forme d'EDT, donc espace de discussion sur le travail, c'est-à-dire un lieu où chacun et chacune peut parler de son travail, de son contenu et de sa pratique, mais peu des conditions d'emploi et du cadre du travail. Voilà, on reste à un niveau managérial, non employeur. Finalement, dans cet épisode, on a surtout posé un constat, assez alarmant, consternant même, constat dans lequel vous avez été nombreux à vous reconnaître au regard des messages et témoignages que vous avez pu nous envoyer. Vous avez été nombreux aussi à nous demander des ressources plus précises et plus opérationnelles. Avec Karl, on s'est dit qu'il était important de décliner le sujet et d'être plus précis dans les termes. Mais je vous avoue qu'on a eu du mal à trouver des structures associatives qui acceptent de témoigner sur ces sujets. Donc, c'est en fait un appel à participation, cet édito. Si dans votre structure, vous expérimentez des dispositifs qui cherchent à garantir de meilleures conditions d'emploi et de travail aux salariés et que vous souhaitez partager avec nous le chemin parcouru, on est preneur, n'hésitez pas.
On n'oublie pas non plus les bénévoles et les volontaires qui échappent au droit du travail, mais dont la force de travail, justement, constitue la première main-d'œuvre du secteur associatif. On va essayer de faire un épisode sur le burn-out militant rapidement. En attendant, on s'attaque aujourd'hui à un sujet un peu plus technique déjà, mais dans la directe lignée du précédent, la fonction employeur. Qu'est-ce que ça recouvre? Quelles responsabilités pour la structure employeuse? Quelles conditions d'emploi les salariés sont-ils et tels en droit d'attendre de leurs employeurs? On a fait le choix à ce stade d'inviter un syndicat de salariés et non 2 dirigeants associatifs pour répondre aux messages de détresse et aux demandes de ressources que nous avons reçues de la part des salariés. Et nous consacrerons un autre épisode aux difficultés de la posture des dirigeants bénévoles, même si nous commencerons déjà à poser le cadre avec Simon dans la question d'expert, en nous interrogeant sur ce que le bénévolat modifie à la relation salarié-employeur et au lien de subordination des salariés envers la structure employeuse. Voilà pour l'édito. Karl, je te laisse la main pour l'entretien. Et donc, une fois n'est pas coutume, on reçoit aujourd'hui un syndicat et donc une association. Et comme l'a rappelé Yael, on a eu beaucoup de retours suite à l'épisode que nous avons fait sur la souffrance au travail dans le secteur associatif. Et ça nous semblait important de mettre en avant donc des organisations qui se mobilisent pour la défense des salariés du monde associatif. Donc, pour ça, quoi de mieux qu'une organisation syndicale? Donc, Thibaut, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler du droit du travail et nous présenter les travaux de ASSO, donc qui est un syndicat qui a été créé en 2010 pour répondre aux spécificités du secteur associatif. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on te propose de dresser rapidement la carte d'identité du syndicat, comme on le fait pour toutes les associations qui viennent à ce micro, à travers 3 questions que nous répétons au fil des épisodes. Et la première, est-ce que tu peux nous décrire l'activité du syndicat ASSO? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, ASSO Solidaire, puisque c'est notre titre complet, est une organisation syndicale qui milite pour le droit des travailleurs du secteur associatif et de ses spécificités, puisque c'est vraiment en constatant qu'on partageait des problématiques en termes de conditions de travail et de rémunération que le syndicat a été créé au sein de l'Union syndicale solidaire. On appartient donc à ce qu'on appelle une interprofession qui nous permet à la fois d'être soutenu dans notre organisation, de partager des locaux et d'un point de vue local, de pouvoir échanger avec des secteurs professionnels qui existent depuis plus longtemps et qui peuvent nous permettre d'avoir des ressources et des compétences complémentaires. Aujourd'hui, on a à peu près 700 adhérents là aux dernières nouvelles. Donc, on a une progression constante depuis ces dernières années. Alors, ça reste un petit syndicat, mais on croît de manière continue. Donc, ce qui montre bien que voilà, il y a un vrai besoin de la part de ces salariés de trouver des espaces collectifs de compréhension et d'émancipation. On a plusieurs fonctions. On a déjà une organisation à faire tourner, c'est-à-dire qu'on organise les travailleurs pour qu'ils puissent être représentés et défendus. Pour ça, on s'occupe de désigner des candidats, par exemple, aux élections en CSE. On nous propose de nommer des personnes en tant que conseil du salarié également au niveau des départements. On nomme des mandats pour être représentants dans certaines branches dans lesquelles on est représentatif. Donc, on essaye d'organiser notre parole et nos prises de parole ensemble à travers différents mécanismes et différentes procédures. On a un travail d'accompagnement aussi qui est souvent une des portes d'entrée pour lesquelles on est interpellé, donc de travailleurs en souffrance ou en difficulté qui se tournent vers nous après avoir accusé d'autres cours ou d'autres personnes pour pouvoir débloquer les situations dans lesquelles elles sont. Ce qui est pas toujours simple pour nous parce que ça demande une technicité, une compétence. Donc, avec des moyens assez limités, on a quand même organisé des choses entre ce qu'on appelle des syndicats, des sections locales qui peuvent recueillir des témoignages et accompagner au niveau local ces personnes-là, et une commission juridique qui est un peu plus décentralisée et qui permet comme ça de comprendre les situations, de renvoyer vers des textes, des guides, des personnes, des fois qui ne sont pas de notre syndicat forcément. Mais l'idée surtout étant de ne pas laisser ces personnes seules dans leur détresse, c'est de leur fournir à défaut des fois d'armes, au moins des outils et au moins une épaule pour pouvoir objectiver leur situation également. Et puis on a aussi des actions d'éducation populaire au sein même du syndicat et d'analyse un peu de la situation aujourd'hui du secteur associatif, avec lesquels on essaye de croiser des combats sociétaux tels que les questions de racisme, de sexisme ou de patriarcat. Donc on a des commissions ad hoc qui sont créées pour fournir une analyse un peu de ces questions-là dans notre secteur associatif et de formuler des revendications, mais aussi de former nos propres adhérents à ces questions et de voir comment est-ce qu'ils arrivent à les faire ressortir sur leur lieu de travail.
aujourd'hui. Voilà à peu près les grandes lignes de ce qu'on fait. Donc ça implique beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, de la formation. Et c'est vrai que si au démarrage, ça peut se rajouter à d'autres activités que tout à chacun a en termes de temps disponible, c'est aussi un bel espace pour vraiment prendre des pas de recul sur nos métiers d'un côté, parce que peut-être une des spécificités du secteur associatif, c'est aussi qu'on a des gens qui sont en partie militants ou en tout cas portés par un sens du travail particulier et qui sont venus parfois pas par hasard dans le secteur associatif et voilà, ont des déconvenus. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ça fonctionne dans d'autres secteurs. On a une spécificité, c'est que comme on brasse très très large, on a des salariés qui viennent de secteurs d'activité très différents, du milieu agricole, des fois de l'informatique, de l'économie circulaire, de l'insertion, de l'animation, l'éducation populaire. Et donc on voit, on a un peu cette vision très très large qui est très intéressante pour comprendre pourquoi ce secteur associatif avance plus vite que d'autres sur certaines questions et arriver un peu à faire monter tout le monde dans les mêmes wagons. Et Voilà. est-ce que tu peux nous expliquer comment justement vous êtes organisé, c'est-à-dire est-ce que vous avez une direction qui compose le collectif, comment ça se passe? Donc, dans la tradition de l'Union syndicale solidaire, on est un syndicat autogestionnaire. Donc, on n'a pas de chef, pas de direction. On n'a pas de permanent non plus. Donc, jusqu'à maintenant, c'est l'Assemblée générale qui valide une fois par an les grandes orientations et nos décisions. On expérimente depuis cette année ce qu'on appelle un conseil des sections, qui va être un organe amené à se positionner de manière plus récurrente dans l'année pour qu'on puisse être aussi un peu réactif, parce que travailler uniquement autour d'une seule assemblée générale, c'est pas évident, d'autant plus qu'on grandit quand même. Donc on expérimente de nouveaux dispositifs de prise de décision. Et c'est bien l'Assemblée générale qui mandate d'un côté ce qu'on appelle le conseil syndical, dont je suis membre, qui est un petit peu l'organe organisationnel. Donc on fait beaucoup d'administratifs. C'est à travers lui que s'organise le pôle de notre adhésion, le pôle des désignations, la trésorerie, etc. Et puis des commissions qui ont été créées au fur et à mesure de la vie du syndicat pour justement travailler sur certains sujets. Donc on a une commission féministe, une commission antiraciste, une commission des commissions en fait liées aux branches d'activité. Donc une sur l'animation, puisqu'on est représentatif dans le secteur de l'animation et de la convention collective Éclat, voilà, qui permet de travailler sur un grand champ d'associations, mais également dans l'insertion, donc une commission insertion. Donc d'un certain nombre de commissions et de groupes de travail qui sont mandatés par l'AG et dans lesquels il y a une vérification régulière justement de ce qui s'y passe pour voir s'il y a des évolutions à soumettre. Et donc un grand besoin de confiance en fait entre nous pour faire fonctionner tout ça. Voilà, mon intervention, en tout cas ma présence aujourd'hui, elle a été discutée et validée au conseil syndical quand même pour savoir justement quoi aborder en premier et puis quel intérêt il y avait à pouvoir communiquer sur ce qu'on fait. Et on voit bien que c'est très important pour nous. Ok. Et donc ça veut dire que toi-même tu n'es donc pas ni salarié ni membre permanent du syndicat et que Non. donc tu es travailleur du secteur associatif, c'est ça? Oui. Moi, je suis travailleur associatif depuis 2015. J'ai travaillé pour 3 associations, 2 qui étaient dans la protection de l'environnement. Et là, actuellement, je travaille sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Donc, un sujet un peu plus concret aujourd'hui. Et c'est vrai que on voit bien comme ça des parcours, soit de personnes qui ont des parcours un peu longs dans le secteur associatif, qui ont eu le temps de croiser pas mal de types de structures, des grosses, des petites, sur des sujets assez variés. Et puis des gens qui finalement font des fois des passages un peu rapides parce qu'une opportunité s'est présentée et ont eu peut-être des déceptions sur certains points et finalement retournent dans le secteur marchand aussi au bout d'un moment. Pour le coup, on réfléchit aussi en fait à des mises à disposition. Donc c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres syndicats, notamment membres de Solidaire, qui sont plutôt en fait du temps salarié dédié à la structure avec un accord avec l'employeur, qui nous permettrait quand même de disposer de temps un peu plus important mis à disposition sur certaines tâches qui sont chronophages et voilà, qui grandissent de plus en plus au sein de notre syndicat. Et alors peut-être dernière question pour finir, comment est-ce que vous êtes financé? D'ailleurs, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de financement? Est-ce que c'est le même type de logique que le monde associatif ou on est dans d'autres types de logiques? Eh ben, il y a une différence principale. Donc aujourd'hui, nous, on est financé par 2 principaux moyens. C'est par les adhésions,
qui représente à peu près la moitié de notre budget. C'est vraiment en tant que quand on adhère à un syndicat, on a une formule de cotisation, taux d'adhésion qui est basée sur votre niveau de salaire, qui est déductible des impôts, donc qui permet d'être récupéré en partie et qui alimente les caisses du syndicat, à peu près pour moitié. Et puis l'autre moitié vient en fait de fonds paritaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est représentatif dans une branche, on a besoin de siéger et d'être présent justement à un ensemble d'instances. Et contrairement à beaucoup de commissions consultatives dans le secteur associatif, sur lesquelles on est tous beaucoup invités quand on est dans une association, là on est payé pour être présent. Donc on reçoit des fonds là-dessus qui vont à peu près l'autre moitié de notre budget, qui permet dans certains syndicats d'avoir des permanents. Nous, dans notre cas, ça permet d'organiser nos réunions, nos rencontres, et puis bientôt, on espère d'avoir une facilité pour pouvoir avoir des mises à disposition et travailler un peu sur le fond de ces dossiers, puisque c'est un travail assez lourd, assez technique d'être dans ces négociations de branche, qui portent aussi bien sur des négociations salariales que sur des questions d'organisation du travail, qui ont un travail d'analyse, d'échange nous en interne, voire de discussion vis-à-vis de notre assemblée générale. Donc on a besoin aussi de prendre ce temps-là et de le faire financer par ailleurs. Ouais, ça fait une bonne transition d'ailleurs sur la technicité, la complexité des sujets sur le droit dans les associations. Et pour ça, je laisse la parole à Yael. Merci Karl et merci Thibaut pour ce premier aperçu. Du coup, je vous propose de commencer par un peu en mettant les pieds dans le plat, c'est-à-dire quel droit du travail pour les assos et du coup justement peut-être Thibaut, quelle spécificité du monde associatif par rapport aux autres secteurs? Et dans les spécificités qu'on rencontre, on a en fait d'un côté une pluralité en fait des contrats utilisés et de plus en plus des contrats précaires. C'est-à-dire que avec le développement du secteur associatif et de ses financements, se sont mis en place d'autres formes de contrats de travail qui permettaient de suivre finalement l'alignement des financements derrière. Mais donc dans ce cas-là, en fait, une multiplicité des jurisprudences, une multiplicité des textes, des lois à connaître, etc., etc. Et donc une difficulté en permanence de devoir s'adapter et de pouvoir répondre finalement à la bonne case dans laquelle se trouve le salarié quand il a besoin d'être défendu. Une spécificité aussi, c'est que justement, son employeur est parfois, même souvent bénévole, puisqu'il y a à peu près la moitié des associations qui n'ont que 1 ou 2 salariés, donc ils n'ont généralement pas de direction. Donc l'employeur va être directement un ou des bénévoles, ce qui est par exemple mon cas, et ce qui peut générer des situations difficiles parce que des liens interpersonnels assez forts, alors qu'il y a une relation de subordination qui est pas toujours bien comprise des fois par les bénévoles. Et donc finalement un besoin selon nous de ces salariés-là de bien être au courant des pièges que ça peut avoir, ou en tout cas des postures qui peuvent évoluer dans le temps, où des fois on était finalement très proche de certains bénévoles et la situation change parce que l'association rencontre des difficultés et là d'un seul coup les intérêts apparaissent moins convergents et il faut pouvoir exprimer en fait ou comprendre ce jeu d'acteurs qui va se situer. Et puis parce que comme dans d'autres entreprises les missions de ce bénévole, enfin les missions du travailleur vont peut-être changer aussi avec l'augmentation de la charge de travail. Je pense qu'un autre point spécifique qui est important, c'est vraiment la question des conditions, puisqu'on a beaucoup d'associations qui travaillent sur des horaires décalés, du travail le week-end, dans lequel on a tendance à pas toujours regarder justement le temps qu'on y passe. Et puis le fait de travailler avec des bénévoles, on travaille des fois sur horaires décalés, des gens qui ont besoin de réactivité à des moments en dehors du temps de travail, donc des réunions en soirée. Donc voilà, tous ces petits ajustements en fait dans les conditions de travail qui sont pas exactement la même chose qu'en entreprise font qu'on a besoin de pouvoir discuter et construire des postures là-dessus. Et puis je pense qu'en termes de spécificité, il y a aussi des modes de financement qui sont propres au secteur associatif, sur lesquels il y a eu beaucoup d'évolutions, pas forcément dans le bon sens justement, qui ont des effets directs sur les métiers du secteur associatif, avec des logiques court-termistes qui se sont beaucoup plus développées, contre lesquels on se bat et qui a tendance à précariser justement les financements, donc les contrats qui vont être utilisés ensuite pour pouvoir répondre à des appels à projets auxquels on a gagné, tout simplement. Merci beaucoup pour ce premier aperçu. Là, en t'écoutant, ce qui est intéressant, donc à la fois sur le dernier volet, sur les modes de financement et du coup
derrière les contrats et les statuts qui peuvent être mis en place, parce que c'est le fameux financement par projet ou par contrat qui ne permettent pas forcément d'avoir une situation stable, par exemple de salariés en CDI. Et aussi ce que tu disais au tout début là, sur le régime dérogatoire avec plein de contrats aidés qui apparaissent et qui sont spécifiques au secteur. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur ce que recouvre, ou peut-être déjà, quels sont les travailleurs du milieu associatif, et du coup peut-être refaire un peu la distinction entre salariés, bénévoles, volontaires, et du coup qu'est-ce qui fait la spécificité du statut de salarié, et qu'est-ce qu'on peut attendre formellement quand on est salarié d'un point de vue contractuel. Il faut donc bien en effet distinguer la question, le statut du bénévole du salarié, dans le sens où l'un a un lien de subordination avec un employeur. Donc là, on a parlé de l'employeur in fine qui est le bénévole, ou en tout cas les représentants élus de l'association. Et donc pour ça, en fait, il a un contrat de travail, il a des missions, il a une qualification qui peut être en lien ou non avec une convention collective, donc qui donne lieu à une rémunération et donc à des droits pour les cotisations pour la retraite, pour l'assurance maladie. Donc on retrouve là des choses qui sont très proches des contrats du CDD ou du CDI classique dans d'autres entreprises, pour le coup, mais on voit bien que il a un cadre défini d'action dans lequel normalement il n'a pas à déroger parce que c'est pas sa fiche de poste, contrairement à des bénévoles qui vont avoir des missions qui vont être fluctuantes en fonction de ses envies, sur lesquelles il n'a pas d'obligation contractuelle d'être présent en permanence. Vous avez dû si au cours des échanges précédents dans vos podcasts, l'engagement bénévole, il peut être fluctuant parce qu'il dépend beaucoup de ses situations personnelles, de ses envies, du plan stratégique de l'association. Pour un salarié, lui, il doit composer avec ça et avec des injonctions qui peuvent lui venir de plusieurs cadres, justement, d'une part d'autres salariés avec lesquels il a un lien hiérarchique, et puis d'autre part avec des bénévoles qui vont parfois être en conflit aussi avec la hiérarchie salariée, imposer ou proposer ou forcer un peu les choses pour que le salarié travaille d'une autre manière. Donc il y a en fait une articulation permanente entre les bénévoles et les salariés qui peut être complexe et dans lequel le salarié en tant que tel peut se retrouver en position délicate. Je mets pas de côté les difficultés à être bénévole. On l'a bien entendu, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important dans les associations. Mais le salarié se retrouve des fois en fait un petit peu perdu au milieu de ce jeu d'acteurs-là. Il a besoin de faire valoir qu'il a une place particulière dans la structure avec des missions bien précises et des conditions de travail qui vont avec en fait pour les réaliser correctement. Et ça, je pense que c'est un message qui est important à avoir en tête à partir du moment où on devient employeur. On fournit pas juste des missions, des activités à un salarié, c'est aussi toutes les conditions qui vont avec, donc le temps nécessaire pour les réaliser. Il y a un exemple qui est assez frappant, qui est dans l'animation ou dans l'éducation. Généralement, on fait de l'animation sur un temps donné. Les financements couvrent uniquement le temps d'intervention et quasiment jamais le temps de préparation et ensuite de capitalisation dessus, alors que c'est justement ce qui permet d'assurer la moitié, voire la majorité de la qualité de l'animation derrière, et d'en faire un processus qui va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Et là-dessus, l'employeur doit faire en sorte que même si c'est pas un temps couvert, même si on souhaite tous par les financements, que le salarié dispose du temps et des moyens nécessaires pour faire ce travail-là et qu'il soit pas mis juste sur un temps non pas dédié ou en soirée parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire autrement. Je pense qu'il y a des dérives aussi, puisque à partir du moment où le bénévole employeur il doit est assumé de nouvelles activités administratives et financières qui peuvent paraître un petit peu ingrates ou délicates, et on voit bien aussi assez généralement, souvent dans les petites associations, le report d'activités qui devrait être assumé par l'employeur à des salariés, donc c'était pas forcément l'émission initialement, ou en tout cas, même si le salarié ne les assume pas complètement, il va devoir épauler le bénévole pour organiser ça, et donc il se retrouve aussi entre deux feux, entre son obligation de résultats ou de moyens sur des missions qui sont claires pour lui, et puis des coups de main ou des à côté qui sont rarement chiffrés ou des fois formalisés, qui vont lui prendre du temps de cerveau disponible et du temps de travail,
pour que la structure fonctionne, parce que c'est son propre travail qui va être en péril et derrière si jamais ça fonctionne pas bien. Donc ça, je pense que beaucoup ont pu l'expérimenter. Pour ce qui est du volontaire, en fait, mais peut-être que, Simon présentera peut-être mieux que moi, mais ça fait partie en fait d'une longue série de contrats et de formes justement de travail dédiés du secteur associatif pour lui permettre finalement de devoir jouer avec des subventions ou des modèles économiques qui sont parfois difficiles à tenir, l'équilibre est difficile à tenir. Et donc voilà, c'est un peu un cercle justement non vertueux où on a peu de moyens dédiés aux associations. Et donc dans ce cas-là, on trouve des formes dérogatoires de conditions de travail, de contrats de travail qui coûtent moins cher et qui permettent quand même d'assurer des missions alors que les financements baissent. Et c'est particulièrement le cas du volontaire en service civique contre lequel on lutte farouchement, surtout quand on voit les dérives possibles, notamment de recherche de volontaires très performants sur des missions qui sont censées ne pas être structurantes pour l'association, alors qu'en fait on retrouve le cas. Donc il y a des garde-fous qui existent, mais c'est vrai que nous de notre côté on est assez peu convaincus aujourd'hui que le volontariat en service civique est utilisé ce pourquoi il est fait, mais vraiment plus comme du salarié déguisé tout simplement. Et ce qui est aussi assez frappant sur ce dernier cas, si je ne me trompe pas, c'est que on parle précisément pas de salaire pour les volontaires, mais de rémunération, et ce qui fait qu'ils n'ont aucun droit en termes de droits sociaux, chômage, les rémunérations sont moindres. Alors je vois Simon qui hoche la tête. Non, vas-y Thibaut. Pour les volontaires, en fait, ils ont, c'est vrai que leur période de volontariat compte pas en fait pour leurs droits au chômage. Donc en fait, ils reprennent de là où ils étaient partis après la fin de leur mission. Mais c'est vrai qu'étant donné qu'on parle de rémunération, ils sont pas adossés justement aux conventions collectives si jamais il y en a une. Et en fait, ils sont souvent hors cadre aussi de la démocratie interne des associations, puisque ils peuvent pas être élus ou ils sont pas éligibles ou ils ne participent pas par exemple à l'élection du CSE. Ils font vraiment un à côté avec un cadre spécifique en dehors de l'association ou de sa branche qui est déjà défini par la loi, ce qui laisse très peu de prise après dans la négociation ou dans la reconnaissance de son travail en particulier. Donc il y a vraiment une logique qui nous convient pas du tout là-dedans, puisqu'on estime que c'est vraiment l'ensemble des parties prenantes et des acteurs de l'association qui doivent être mobilisés et pouvoir s'exprimer sur ce qui va pas, ses conditions, son salaire, ses missions, ses fonctions, ses relations, etc. derrière. Pour le coup. Simon, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, mais je voulais juste préciser qu'en fait, il y a quand même quelques droits sociaux qui sont attachés au service civique et notamment des cotisations à la retraite. Voilà, mais c'est clairement insuffisant, quoi. Notamment la rémunération, elle n'est pas à la hauteur du travail qui est fourni, parce qu'on parle de personnes quand même qui travaillent 35 heures par semaine et qui gagnent un peu moins de 600 €. Voilà, donc on est vraiment sur un contrat atypique et ce qu'on voit en plus quand on regarde dans les dynamiques longues en gros du monde associatif, du monde du travail associatif, c'est qu'ils viennent en effet remplacer des gens qui étaient auparavant salariés et c'est vrai qu'ils ont une utilité concrète, mais pas simplement dans le monde associatif. Les services civiques, on les retrouve aussi dans les hôpitaux pour faire l'accueil, à Pôle emploi aussi pour faire l'accueil. Voilà. Disons qu'il y a le secteur public aussi utilise beaucoup cette manne de travailleurs, on va dire bon marché, quoi. Merci pour la précision. Et peut-être, du coup, Thibaut, est-ce que tu peux revenir sur les protections en fait, que les salariés ont, surtout qu'au début, tu disais que quand même, la majorité des structures associatives sont des petites structures, voire des très petites structures, donc qui n'ont pas forcément qui n'ont pas d'instance de représentatif du personnel. Enfin, tu parlais des CSE, par exemple. Du coup, qu'est-ce qui est à leur disposition ? Ou qui n'est pas à leur disposition, justement. Et donc, comme le secteur marchand ou l'entreprise en général, on distingue plusieurs cas selon la taille de l'association, alors qu'on compte en équivalent temps plein et pas en nombre de postes, sachant que il y a déjà un biais à ce niveau-là pour nous, puisque on est dans le secteur associatif très friand de temps partiel, notamment et de CDD. Donc c'est vrai que nous on a tendance déjà à vouloir faire attention à qu'est-ce qui est inclus dans ces calculs-là. Donc en fonction de la taille de la structure, existe ou pas en effet des instances représentatives qui permettent à des salariés d'avoir déjà des protections d'intérêt, en tout cas des interlocuteurs vers qui se tourner. Pour ce qui est dans la majorité, de base, une association de moins de 11 ETP n'a pas l'obligation de mettre en place un CSE.
dans certaines conventions collectives mieux-disantes, par exemple dans celle de l'animation dont j'ai parlé, la convention Éclat, ce seuil est descendu à 6 ETP. Donc ça permet justement d'organiser quand même un petit peu les choses de manière intéressante, même pour des structures relativement petites. Et en fait, les seuils continuent après à partir de 49 ETP et au-delà de 300, avec en gros des heures de délégation qui vont augmenter en fonction de la taille des structures, le nombre de personnes représentées, enfin le nombre de personnes qui vont être élues au CSE et les prérogatives de négociation. Ce qui est peut-être important aussi à dire, c'est que une section syndicale, donc dans ce cas-là, je l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais on a les sections locales qui sont représentées par des membres attachés à un territoire, donc au niveau départemental. On peut également créer une section syndicale dans une association. À partir du moment où 2 salariés sont membres d'un syndicat comme Asso Solidaire, elle peut nous demander d'informer la direction ou la présidence de l'association qu'une section syndicale Asso Solidaire existe, et donc à ce titre-là peut bénéficier d'un affichage pour parler, pour informer sur les droits des travailleurs, d'une salle pour pouvoir se réunir et après pouvoir entamer des discussions et des négociations avec l'employeur pour disposer de moyens pour pouvoir aider et accompagner les salariés sur les sites de l'association. Et voilà, finalement, il suffit que de 2 personnes pour pouvoir lancer cette démarche-là. Et à partir de là, ça peut aider, en tout cas, à faciliter après la prise en main par les salariés de l'organisation qui sont sur un lieu de travail pour pouvoir proposer une liste donc en CSE. Ce comité qui est la fusion en fait des CHSCT et la délégation du personnel en fait est très importante parce que c'est par ce biais-là que va s'organiser des négociations et des discussions sur les conditions de travail. D'un côté, les questions de négociation, puisqu'il y a des négociations annuelles obligatoires, en lien ou non avec les branches professionnelles auxquelles se rattache l'association. Donc ça, c'est aussi un élément important. Tout le monde ne sait pas qu'une association dispose de conventions collectives. Alors, toutes ne sont pas rattachées à une convention collective, mais c'est un outil très intéressant parce qu'en fait, elle permet de formaliser et de protéger les salariés vis-à-vis d'accords d'entreprise ensuite. C'est-à-dire que ça fixe un premier cadre qui n'a pas besoin de négocier quand on arrive dans une association sur le mode de calcul des RTT, sur éventuellement des congés supplémentaires, sur les congés maternité, parentaux, sur l'organisation des horaires, sur le rattrapage des heures supplémentaires, ce genre de choses qui fournissent déjà un cadre pré-négocié qui permet de savoir un peu où on met les pieds et qui permet d'avoir un cadre plus sécurisant généralement, puisque c'est celui qui s'impose vis-à-vis de l'association, qui est obligé de faire mieux disant que cette branche-là derrière. Peut-être juste sur ce point, oui. est-ce que, par exemple là, s'il y a des personnes qui veulent savoir si leur association est rattachée à une branche professionnelle et si dans cette branche, il y a une convention collective, tu sais où est-ce qu'elles peuvent regarder ? Alors, oui, il faut. Alors déjà, dans leur contrat de travail, la convention collective est indiquée. Et l'autre manière de le savoir, c'est de regarder sur votre bulletin de salaire. Donc, c'est généralement en haut à gauche. Il y a un chiffre de 2, 3 ou 4 numéros après avec la mention IDCC qui est l'indicatif de la convention collective auquel vous êtes rattaché. Et ensuite, vous avez juste à taper ça sur Internet et trouver un petit peu quelle convention vous êtes rattaché ensuite. Pour lequel vous pouvez aussi d'ailleurs demander à votre employeur de fournir les accords liés à cette convention collective que lui a et qui vous permet un peu de regarder ce qui est déjà pré-négocié ou négocié par cet accord de branche là pour le coup. Et simplement, à partir du moment où on a une section syndicale, c'est aussi l'occasion de pouvoir nommer au sein de la section syndicale un représentant syndical de la section qui va permettre d'être la personne qui va négocier avec l'employeur justement sur les activités de la section, parce que vous n'êtes pas obligé de déclarer que vous êtes syndiqué. Voilà, donc ça reste anonyme. L'employeur n'a pas à savoir qui est syndiqué ou non dans son association. Et dans ce cas-là, le rôle de ce représentant, c'est justement d'être un porte-voix pour l'ensemble de la section. Et à partir du moment où on eu lieu des élections CSE, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que là, il y a beaucoup de règles qui s'appliquent selon les tailles, peut se mettre en place un délégué syndical de la section qui va pouvoir être présent pour l'ensemble des négociations, notamment celles salariales. Dans certains cas, il n'a même pas besoin d'être élu CSE, mais dans la plupart des cas, c'est le cas. Et qui permet encore une fois d'avoir un contre-pouvoir au sein de l'association pour pouvoir mettre l'employeur devant ses responsabilités derrière et d'être un contre-pouvoir important pour ça. Ok, merci. Et en plus, ça me fait
penser par rapport... ça me fait une double question, parce que tu sais, on parle beaucoup de démocratie associative dans les assos. Justement, comment ça s'articule, tous ces dispositifs ? Alors généralement, le CSE en fait comprend un représentant de l'employeur et un représentant des salariés. Donc il y a déjà un espace de discussion, de négociation, d'information qui passe par ce biais-là, qui permet déjà de discuter un certain nombre de choses. Mais par contre, elle n'est pas décisionnelle, c'est pas un espace décisionnaire justement sur la mise en place de certaines choses, notamment quand il y a besoin d'avoir un temps de réaction assez court. D'où pour nous l'importance de compléter les instances représentatives qui peuvent exister, surtout qu'elles sont pas obligatoires aux sous-traitants salariés, enfin aux ETP, c'est ce que tu dis tout à l'heure, de pouvoir réfléchir et d'essayer d'implémenter aussi finalement des échanges au niveau des instances décisionnaires d'une association, que ça soit du conseil d'administration ou de l'AG, pour pouvoir justement entendre la voix des salariés et qu'ils puissent être vraiment partie prenante des orientations. Puisque en fait, on se rend bien compte quand on est dans une association qu'on a tous des éléments d'information de comment ça se passe. Donc tout le monde voit passer une partie du budget parce qu'il doit faire monter les informations sur son périmètre d'activité. On a rarement une vue d'ensemble qui sont finalement présentées uniquement au sein de la direction ou au niveau du conseil d'administration. Et c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour se projeter soi-même en tant que salarié, soit pour pouvoir se positionner vis-à-vis d'actions stratégiques que va mettre en place l'association. Donc même s'il y a des éléments qui doivent être fournis de manière obligatoire au CSE, encore une fois, c'est fourni au CSE et pas à l'ensemble des salariés. Et donc d'avoir une forme de transparence et des espaces pour comprendre ce qu'il y a derrière ces éléments-là, c'est extrêmement important pour que tout le monde puisse se positionner en conscience et que ça permette également de faire remonter les dysfonctionnements que ça pourrait représenter ou les risques qu'il pourrait y avoir derrière des choix qui sont positionnés. Moi, j'ai jamais été dans une structure où les salariés avaient une voix décisionnelle. Je me souviens d'une asso dans laquelle j'avais les représentants CSE qui étaient conviés au conseil d'administration seulement sur une partie, sans droit de vote. Donc il y a un maillage qui est possible et qu'il faut obtenir par la discussion et la négociation, parce que ça permet de compléter le dispositif de démocratie interne et puis de prendre des décisions plus éclairées, même pour les bénévoles, en fait, d'avoir un peu ces échos-là qu'ils n'ont pas forcément le temps d'entendre, parce que eux aussi ont un temps de disponibilité pour l'association qui est limité. Mais même s'il me semble que ça peut venir en contradiction avec l'intérêt général de l'association, en tout cas les statuts d'intérêt général qui prônent notamment, il me semble que les salariés ne peuvent pas être présents dans les conseils d'administration ou en tout cas avoir un droit de vote significatif en leur sein. Je peux préciser, en gros, la loi 1901, ce qu'elle prévoit, c'est que les structures soient désintéressées. Donc, s'il y a des salariés dans le conseil d'administration, ça peut poser un problème du coup juridique. Cependant, ça n'empêche pas qu'ils soient présents, il faut juste qu'ils ne soient pas majoritaires et décisionnaires, quoi. Et encore une fois, en plus, là, on est sur du juridique, sur de la théorie. Après, dans la pratique, en fait, il y a énormément de cas de figure, parce que la gouvernance associative, les associations sont très créatives sur ce sujet-là. Donc, on voit des structures sans salariés OCA, parfois ils sont juste avec une posture consultative ou d'observation, mais parfois, là, ils peuvent prendre vraiment la décision, quoi. Ok. Et ben, ça fait bien le lien avec la question d'expert. Aujourd'hui, pour la question d'expert, on reçoit Simon Cotin-Marx. Bonjour Simon, rebonjour Simon. Bonjour. Donc tu es sociologue et chercheur associé au laboratoire EMA à l'université de Cergy-Pontoise, et c'est à toi qu'on doit le petit repère sur la sociologie du monde associatif aux éditions La Découverte en 2019, et tu as publié également l'année dernière C'est pour la bonne cause, point d'exclamation, les désillusions du travail associatif aux éditions de l'Atelier. On voulait revenir avec toi sur la fonction employeur dans le monde associatif, avec une première question qui est très très simple. Qu'est-ce qu'on entend par fonction employeur? À quelles activités, à quelles responsabilités ça renvoie en fait?
La fonction employeur, donc déjà, il faut définir ce que c'est qu'un employeur. Un employeur, donc, c'est quelqu'un qui embauche quelqu'un, qui signe un contrat de travail avec une personne qu'on va appeler le salarié ou la salariée. Ce contrat de travail, dedans, il y a ce qu'on appelle le lien de subordination, et ce qui donne énormément finalement de pouvoir à l'employeur. Ce pouvoir, on le retrouve sur 3 niveaux. C'est le pouvoir de donner des ordres, donner du travail. Ensuite, le deuxième pouvoir, c'est celui de contrôler l'exécution du travail. Et enfin, dernier pouvoir, c'est celui de sanctionner la personne si jamais le travail n'est pas fait correctement. Voilà, donc être employeur, c'est déjà avoir ce pouvoir-là. Ensuite, il y a d'autres choses en fait qui vont avec. Il a aussi des devoirs. Ils sont assez nombreux, ces devoirs. Et par exemple, ça va être celui d'organiser le travail et de faire en sorte qu'il respecte la santé et la sécurité des salariés. Il y a évidemment aussi le devoir de donner une rémunération en échange du travail qui est donné. Et enfin, il y a aussi tout un nombre de tâches qui incombent à l'employeur. Ça va être notamment de réaliser les recrutements, de faire les fiches de paie, de s'occuper de payer les cotisations sociales et patronales, et la mutuelle, enfin voilà. Énormément de tâches administratives qui incombent à l'employeur, en tout cas qui relèvent de sa responsabilité. Et si, dans les faits, s'il ne le fait pas correctement, en fait, il peut aller devant les tribunaux, devant les prud'hommes, si les salariés s'en plaignent, quoi. Et alors, dans les assos, de manière générale, cette fonction employeur, elle est associée à qui? Elle est représentée par qui? Quels sont les profils? Alors, déjà, première chose, on est dans le monde associatif, c'est très particulier parce que qui occupe la fonction employeur? Je change un peu la question. Ouais. Qui occupe la fonction employeur, c'est particulier parce que on n'est pas dans une entreprise privée. Personne n'est propriétaire du capital. Personne n'est propriétaire en fait de l'entreprise, même si elle est associative entre guillemets. Alors finalement, les patrons, qui est le patron des associations, ça va être le conseil d'administration. Le bureau, et ses représentants, c'est-à-dire le président ou la présidente, trésorier, secrétaire. Et même, en fait, tout ça n'est pas très clair. Ça peut être même l'Assemblée générale, finalement, qui est employeur des salariés. En tout cas, il y a une responsabilité qui est collective. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, en général, les associations sont organisées, donc Assemblée générale, conseil d'administration, bureau. Et en effet, c'est le président ou la présidente qui a une délégation qui est le responsable de la structure et du coup qui incarne cette fonction employeur. Alors, qui sont-ils? Pour revenir à ta question. Où se cachent-ils? Alors, qui sont-ils? Je vais faire un grand trait. Du coup, je m'appuie sur les travaux d'une statisticienne qui s'appelle Viviane Tchernonog, qui a regardé la fameuse qu'on aimerait bien avoir pour la présentation du nouveau paysage associatif qui devrait sortir l'année prochaine. Oui, je pense qu'elle viendra. En plus, c'est une voisine du studio où on enregistre. Et du coup, ce qu'elle montre, c'est que qui sont les présidentes. Alors, c'est d'abord des hommes. 60% des présidents d'associations sont des hommes, en tout cas dans les structures employeuses. Et plus la structure a de salariés, plus ça a tendance à se renforcer ce phénomène-là, quoi. Quand on a plus de 50 salariés, c'est 70% des cas, c'est des présidents. Pour les trésoriers, ça va être plutôt moitié-moitié, et les secrétaires sont plutôt des femmes. Voilà, donc il y a quelques stéréotypes de genre. Enfin, en tout cas, il y a un travail sexuel une division du travail sexuel dans les associations qui est très genrée. Ce qu'on voit aussi, donc, c'est des hommes. Ils sont aussi assez âgés puisque en moyenne, ils ont largement plus de 50 ans. Et autre chose qu'on sait, mais depuis très longtemps, depuis, on va dire, les années 80, depuis les premiers travaux sur les associations, c'est que des gens aussi qui sont souvent assez diplômés. Donc, on a une surreprésentation des cadres, aussi des employés et surtout aussi des enseignants. Voilà, donc qui sont-ils? Donc, des hommes plutôt âgés, puis plutôt diplômés par rapport au reste des Français, quoi. Je me sens pas du tout visé parce que, à part ne pas être âgé, je crois que je coche toutes les cases et je suis dirigeant bénévole d'association avec des salariés. Bon. On en reparle dans 30 ans, Karl. On en reparle dans 30 ans, ouais. Peut-être que je serai parti quand même d'ici là. Et du coup, qu'est-ce que ça vient changer, notamment ce que j'évoquais à l'instant, ce dont on parlait tout à l'heure? Cette question du bénévolat, on a aussi reçu, Patrick, qu'on avait reçu de l'association Grimm, était lui aussi bénévole. Lui-même en parlait de cette posture qui était très particulière, d'être la seule personne non rémunérée dans une structure qui est quand même une très grande association. Finalement, en quoi ça change cette relation employeur-salarié? Comment ça redéfinit ce lien de subordination?
Surtout, peut-être, juste pour compléter, là, des profils que tu as dit, c'est aussi des personnes qui peuvent se permettre d'être bénévoles et de s'engager dans ce type de structure. Donc, c'est potentiellement pas non plus les mêmes profils exactement que les salariés ou que les personnes qui travaillent avec des contrats aidés ou autres. Oui, c'est vrai que pour prendre des fonctions dans une association, il faut avoir de la disponibilité. Et évidemment, les personnes qui ont le plus de disponibilité, voilà, on pense tout de suite aux retraités, mais voilà, c'est des gens aussi qui n'ont pas forcément des enfants en bas âge. Voilà, ce qui tue, par exemple, l'engagement associatif, c'est les enfants de moins de 3 ans. Voilà, les parents qui sont dans cette situation-là, en général, se désengagent largement du monde associatif. Voilà, donc plus on vieillit finalement et on s'installe aussi, plus on peut prendre aussi des responsabilités. C'est normal, quoi. On a un parcours aussi dans les structures, on se fait connaître. À un moment, quelqu'un veut passer la main, puis on est là et on se retrouve président ou présidente d'une structure. Alors, il y a une particularité, c'est vrai que les gens qui s'engagent dans les associations, enfin bénévolement, en général, ils viennent là pour le projet. Enfin, et voilà, si on s'engage, Karl, je ne sais pas dans quelle structure tu es, mais j'imagine que tu t'engages parce qu'il y a un projet social ou politique qui te motive. Oui, plutôt oui. Voilà, cette réponse-là, en général, quand on la pose aux dirigeants associatifs bénévoles, en effet, c'est toujours le cas, c'est pour le projet qui s'engage. Et finalement, la fonction employeur et tout ce qui va avec, le fait d'être patron, d'avoir des responsabilités légales, de pouvoir même être traîné au prud'homme, en fait, ça... Personne, en fait, ça motive pas grand monde, en général. En tout cas, dans les employeurs que j'ai rencontrés, ils viennent d'abord pour le projet et être employeur, c'est assez inattendu. C'est inattendu. Là, ce que j'ai esquissé, ça montre aussi que c'est pas toujours agréable, évidemment, parce que voilà, c'est compliqué. C'est globalement aussi assez chronophage. Voilà, faire des fiches de paie, les envoyer à la bonne date, enfin, respecter le code du travail. Voilà, ça prend du temps et c'est pas facile. Et même globalement, c'est assez décourageant. Et c'est vrai que moi, je vois dans mes enquêtes là auprès donc des employeurs bénévoles, je vois souvent ils ont envie de passer la main ou ils en ont marre de se faire emmerder aussi par voilà tout ce qui est le travail administratif. Alors une autre particularité, c'est que donc c'est des bénévoles, ils donnent de leur temps et c'est pas forcément non plus des professionnels du secteur. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent employeurs, mais ils n'ont pas forcément travaillé dans le secteur de leur association. Voilà, et du coup, ils connaissent pas forcément non plus les métiers. Et ça, c'est assez important de pointer ça, parce qu'en général, les employeurs associatifs, en fait, ils vont projeter leur propre expérience professionnelle sur l'organisation du travail. Et ça en fait pas forcément des bons employeurs. Et alors, l'exemple que j'aime bien citer, c'est celui d'une association d'aide au logement. Qui est très populaire. Voilà. En tout cas, les militants et les bénévoles sont des classes populaires, c'est des ouvriers essentiellement. Et ils ont embauché des salariés plutôt diplômés qui doivent être hyper autonomes dans leur boulot. Et sauf que là, il y a eu un petit couac dans le sens où les salariés autonomes, plutôt diplômés, plutôt féminins aussi, plutôt des femmes, elles faisaient des heures supplémentaires et du coup, elles sont allées voir leur employeur pour dire voilà, on fait trop d'heures supplémentaires, comment on peut régler ce problème-là ? La réponse du coup du président, qui avait travaillé toute sa vie à la chaîne, c'était de dire bon, faites des heures supplémentaires, on va faire comme dans mon usine, c'est-à-dire que vous allez venir à 8h, vous allez finir à 18h. Voilà. Donc, c'est une réponse, sauf qu'elle n'est pas du tout adaptée parce qu'il a fait avec son propre imaginaire professionnel. Voilà. Donc, c'est une des difficultés qu'ont les employeurs associatifs. Ils ne sont pas forcément outillés, formés pour l'être. Et après, il y a une deuxième particularité. C'est aussi que évidemment, c'est des gens qui donnent de leur temps, qui s'engagent. En fait, ils font ça sur leur temps bénévole. Et pareil, en fait, faut se mettre à leur place. Je suis président ou présidente d'une association. Je donne de mon temps. Je viens le week-end pour m'occuper des salariés. Et parfois, ça crée des frictions parce que s'ils s'engagent, encore une fois, c'est pour le projet, c'est pas pour s'occuper de toutes ces tâches administratives. Et voilà, on se retrouve avec. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer ça. C'était en plus des salariés du syndicat Asso qui m'ont raconté cette expérience. C'est une association de défense de l'agriculture paysanne. Donc le conseil d'administration est composé de paysans, voilà, clairement, donc des gens qui sont dans les champs, qui ont un travail quand même, qui prend du temps. Voilà, ils travaillent 6 ou 7 jours sur 7 sur leurs exploitations. Et ils prennent du temps le week-end
pour diriger l'association. Et là, pareil, encore une fois, ils se retrouvent avec des salariés qui disent nous, on veut travailler 35 heures, on ne veut pas faire nos heures supplémentaires, on voudrait qu'elles soient comptées. Et là, les employeurs disent « Mais non, mais qu'est-ce que vous nous racontez ? Nous, on travaille 60 heures par semaine, on prend du temps sur notre temps libre pour s'occuper de votre structure et vous nous emmerdez avec les quelques heures supplémentaires que vous faites. Nous, on s'engage, donc vous aussi, vous devez vous engager. » Voilà. Et ça, c'est une des particularités, c'est que le fait de travailler pour des bénévoles, aussi, c'est entendre aussi que quand on est salarié, on doit faire aussi don de travail, doit aussi travailler bénévolement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi assez largement dans le monde associatif. C'est-à-dire que les salariés font beaucoup de travail bénévole. Voilà, pour cette raison-là et pour d'autres, évidemment, parce qu'ils croient souvent aussi au projet pour lequel ils travaillent. Ouais. Et alors, du coup, dernière chose, sur ces fameux employeurs associatifs, bénévoles, c'est que ce que je disais, c'est pas facile de se rendre compte qu'on est employeur, on vient pas là pour ça, c'est chronophage et tout. Puis, mais pour certains, ça va un peu plus loin que ça. Ils sont carrément dans le déni. Mais ça se comprend facilement. Par exemple, si on prend l'exemple des syndicalistes, qui vont prendre la tête d'une association, par exemple, ou d'un CSE qui est employeur, d'un comité social et économique qui est employeur. Et en fait, c'est des gens qui sont militants, dont l'engagement au quotidien, c'est de défendre des salariés. Et quand ils se retrouvent employeurs, dans leur tête, en fait, ça disjoncte, quoi. C'est impossible d'être à la fois syndicaliste et employeur. Et du coup, j'ai rencontré des employeurs, sans être dans ce cas extrême de syndicaliste qui est patron, des gens, des bénévoles, dirigeants bénévoles, qui sont dans le déni. Voilà. Ils refusent cette fonction employeur. Ils refusent l'étiquette, mais aussi tout ce qui va avec la fonction. Et ça, pareil, ça peut être assez catastrophique, quoi. Des gens qui ne se reconnaissent pas comme employeurs, c'est des gens qui vont avoir des difficultés à prendre des décisions, à donner un cadre, alors que, comme on l'a vu au tout début, là, ce que je vous racontais, c'est qu'ils ont des droits et des devoirs, et finalement, ils ont le pouvoir de donner des ordres, mais en fait, ils doivent aussi en donner, parce que sinon, c'est eux qui en sont responsables, quoi. Et face à ce déni ou amateurisme, selon comment on peut le qualifier, est-ce qu'une piste de solution, alors on va arriver aux pistes de solution et je laisse la main à Yael pour ça, mais une première qui me vient à l'esprit comme ça, c'est la place notamment des DG, alors non pas de directeurs généraux, mais délégués généraux dans le monde associatif. Est-ce que c'est pas justement un poste tampon qui peut justement être plutôt du côté des salariés, ou en tout cas comprendre les problématiques salariées, tout en étant formé à comprendre aussi les problématiques bénévoles des dirigeants associatifs ? Oui. Alors, déjà, je vais donner quelques chiffres sur le monde associatif employeur. On a à peu près 160 000 associations employeuses qui emploient 1,9 million de salariés. Voilà. Donc, en moyenne, déjà, les structures employeuses associatives, elles sont petites. Voilà, c'est une dizaine de salariés, surtout si on parle en équivalent temps plein en ETP. Donc, c'est des petites structures et c'est vrai, en général, face à ces difficultés à prendre en charge la fonction employeur, elle est déléguée. Il y a une délégation de pouvoir qui est faite au directeur ou à la directrice. Et ça, c'est une des solutions, c'est-à-dire de professionnaliser en fait cette fonction, c'est-à-dire que le président, enfin même le bureau, confie toute la fonction employeur à la fonction de direction. Donc ça peut être une personne, le directeur, ou ça peut être un groupe de personnes, quand il y a par exemple une DRH, un comptable, ça peut être un groupe, encore une fois, qui prend en charge toutes les tâches qui doivent être faites. Ce que je trouve peut-être intéressant là dans l'exemple et dans la piste que tu viens de mentionner, Karl, c'est que c'est aussi une manière de reprofessionnaliser ou en tout cas d'assumer que c'est bien un travail et que c'est pas juste quelque chose comme ça qu'on doit faire, mais quand finalement, quelque chose d'induit. Je sais pas comment dire, mais ça permet de redonner un peu de consistance et du coup un cadre à ce travail-là, d'encadrement, quoi. Et pas que d'encadrement, mais administratif d'employeur. Du coup, dernière partie, comme le temps tourne, peut-être sur qu'est-ce qu'on peut faire et peut-être commencer d'abord par que conseiller aux salariés. Donc, je me tourne vers toi, Thibaut. Peut-être 2 questions pour commencer cette partie. La première, à quoi est-ce qu'il faut faire attention et quels sont les signes d'alerte ? Parce qu'en plus, là, comme tu viens de le dire, Simon, parfois, il y a des... comme le cadre est flou, pas posé, voire même volontairement une forme de déni, c'est aussi compliqué de bien objectiver la situation pour les salariés. Et du coup, deuxième chose, comment en parler, en tout cas, déjà en interne, au sein de la structure ?
Bon, c'est difficile de donner un peu des généralités là-dessus, mais je pense que un des premiers réflexes, c'est de jamais rester seul. Donc, c'est vraiment extrêmement important de trouver des personnes avec qui parler de ces situations, même en effet à partir de faisceaux d'indices qui vont être des envies qui disparaissent, des moments d'ennui, des moments de stress, des difficultés individuelles, voilà, de sommeil ou des changements d'humeur. Enfin, tous ces petits indices corporels qu'on a tous expérimentés au-delà, enfin pas seulement dans le cas du travail, mais vous voyez bien un peu de changement qu'on subit et qu'on a du mal d'ailleurs souvent à comprendre au début ou à analyser. Et donc ne pas hésiter vraiment à en parler autour de soi, que ce soit des collègues avec qui on se sent bien ou à l'extérieur. Voilà, d'où aussi l'intérêt de l'existence de syndicats pour être un peu ces soupapes là. Nous, dans mon union départementale, en tant que syndicat au niveau départemental, on a des tours de table très réguliers, voilà, pour se donner des infos sur comment va chacun. Ça permet aussi d'avoir des personnes qui comprennent nos situations, parce que même on s'est difficile d'en parler des fois en famille ou avec son conjoint ou sa conjointe, parce que elle n'ont pas du tout les mêmes manières de travailler. Et donc voilà, je pense que première chose, c'est vraiment pas rester seul, savoir le partager, parce qu'en effet, c'est de cette manière-là qu'on va un peu objectiver les choses. Est-ce que c'est de l'ordre de la relation personnelle ou interpersonnelle à l'endroit dans l'association qui génère ces difficultés-là? Est-ce que c'est un cadre organisationnel? Est-ce que c'est en fait finalement on se retrouve au centre de conflits, comme j'ai dit tout à l'heure, entre certains salariés et certains bénévoles qui nous retombent dessus? Voilà, moi je l'avais vécu à un moment aussi. Donc c'est cette capacité d'analyse-là, elle est importante à avoir. La deuxième chose qui est importante, c'est de s'informer. Voilà, de prendre le temps de s'informer, parce qu'on a tous, la plupart d'entre nous ont des rythmes de plus en plus rapides du fait de plein de choses, mais on voit bien qu'on a une intensité de travail qui est quand même importante dans le secteur associatif. On doit faire avec peu de moyens beaucoup de choses, et sur lesquelles en plus on est souvent plutôt impliqué émotionnellement. Donc il faut aussi se dégager du temps pour s'informer, comprendre comment fonctionne notre association, vers quoi on se dirige, s'informer sur nos droits. Donc pour ça, vous avez des podcasts, des centres de ressources, en tout cas des sites internet auxquels se diriger, que ce soit ceux de syndicats ou même ceux de l'État, voilà, des institutions qui proposent beaucoup d'éléments pour se situer par rapport à ça. Et puis la troisième chose que tu viens d'évoquer, c'est avec qui on en parle. Et ben là-dessus, si vous avez, si dans une structure suffisamment grande, vous avez des représentants du personnel, des élus CSE vers qui se tourner, qui sont vraiment là pour ça, pour vous aider à débloquer des situations, ou en tout cas servir jusqu'à un certain point de médiateur. Et puis, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec certains élus, il y a des sections syndicales qui existent, voire après des personnes ressources à l'extérieur de la structure. Ça s'appelle des conseillers du salarié, qui sont des personnes nommées par la préfecture ou la sous-préfecture sur proposition de syndicats. Donc, vous pouvez très bien aller voir un autre syndicat pour parler de ça. Hein. Il n'y a pas de sectarisme à ce niveau-là. Mais voilà, il faut se renseigner pour pouvoir objectiver tout ça. Et puis aussi savoir mettre le haut là vraiment. Donc, savoir se mettre en retrait ou se protéger, c'est aussi très, très important pour pouvoir bien se préparer ensuite, soit à se défendre, soit à comprendre. Donc, il faut pouvoir aussi indiquer à l'employeur qu'à un moment, ça doit s'arrêter, quoi. Voilà. Et peut-être deux questions. S'il y a des gens qui veulent rejoindre votre syndicat ou un autre syndicat, tu leur conseillerais ça se passe comment? Juste, ils vous envoient un mail? Eh ben, ils peuvent nous envoyer un mail, ils peuvent récupérer les infos pour adhérer sur notre site. Là, on va bientôt mettre en place une adhésion en ligne, mais jusqu'à maintenant, c'était encore en papier. Et puis, il faut pas aussi hésiter à aller à des permanences, puisque certains d'entre nous arrivent à tenir à des permanences juridiques, anonymes, sans rendez-vous. Alors, il y en a encore un peu parce qu'on est peu nombreux, mais ça peut être d'aller toquer justement un solidaire local qui va rediriger vers nous le cas échéant. Et voilà, donc je pense qu'il faut pas hésiter à nous rencontrer pour ça, pour comprendre ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Et puis après, chemin faisant, on explore un peu les différentes facettes du syndicat, parce que on est un syndicat de lutte, et donc en fait on travaille sur beaucoup de sujets. On est en interprofession, sur des questions internationales, sur
le lien avec les mouvements sociaux, ce qui fait d'ailleurs qu'on a des discussions en interne, des débats sur quelles alliances des fois on doit avoir avec nos employeurs quand on défend des combats écologistes ou des combats sociétaux. Donc, il y a toujours des postures qui sont pas simples des fois à se dire à quel point on doit travailler de concert avec certaines associations qui sont aussi nos employeurs. Voilà, il y a eu depuis 2-3 ans des convergences quand même de certains syndicats de lutte avec les mouvements sociaux, dans lequel nous on regarde ça avec un certain regard, des fois un peu critique, parce que justement on est au courant de situations en interne qui sont pas acceptables quand on défend le partage du temps de travail typiquement, et que justement on voit pas de problème à faire accumuler des heures supplémentaires aux salariés. Donc voilà, on a un petit pas de côté critique là-dessus, mais on voit bien que les choses vont aussi de ce côté-là, et il faut qu'on apprenne à se positionner là-dessus et à discuter pour pouvoir gagner des combats, parce que on l'a un peu évoqué, mais il y a des difficultés individuelles ou à petite échelle dans les structures, mais il y a un contexte plus large qui explique en fait aussi pourquoi est-ce que des bénévoles employeurs ou des salariés sont en confrontation au-delà des questions managériales, mais voilà, de raréfaction des ressources financières avec lesquelles on partage justement les inquiétudes au niveau des employeurs, de la non mise en place de subventions pluriannuelles qui pourtant sécurisent à la fois les métiers, les financements, et un peu la course à l'organisation libérale du secteur associatif contre lesquels on est vent debout. Ah bah, merci Thibaut. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à lire le cahier revendicatif du syndicat Asso. Vous détaillez bien tous ces éléments un peu plus macro et contextuels là-dessus. Et du coup, peut-être dernière question avant de passer à la conclusion. Si on est en cas, voilà, s'il y a un cas d'abus qui est avéré ou de conflit, vers qui là faut-il se tourner ? Eh ben, vous pouvez directement prendre contact avec un avocat pour qu'il puisse vous défendre aussi. Vous tournez vers ce qu'on appelle un conseiller prud'homal qui va vous accompagner si c'est de l'ordre justement du juridique et du contentieux au point de vue des prud'hommes. Et encore une fois, se tourner vers un syndicat pour vérifier un peu avec qui travailler pour sortir cette situation assez rapidement pour le coup. Et quand même, si on a 30 secondes, parce que la question, moi, de fait m'intéresse, du point de vue des associations... J'allais dire peut-être qu'on peut consacrer un épisode là-dessus, mais tu peux la poser quand même. Ouais, ça fera une intro à un prochain épisode. Du point de vue des associations, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos structures pour faire en sorte de prévenir les risques vis-à-vis des salariés et offrir un cadre qui soit décent aux salariés ? Alors, il y a... je pense qu'on l'a pas évoqué, mais la formation justement des bénévoles employeurs est extrêmement importante. Et pour ça, il y a quand même des structures qui font de l'accompagnement spécifique justement pour les associations employeuses, donc ce qu'on appelle les DLA, qui sont plutôt pour aider à l'organisation stratégique et à la vision, mais qui peuvent inclure des accompagnements plus spécifiques sur les aspects RH qui sont importants. Donc, il faut saisir ce dispositif-là en tant qu'employeur pour bien comprendre son rôle et comment organiser les choses, sachant qu'il y a des obligations légales qu'on a déjà évoquées, mais comme par exemple la mise en place d'un registre pour la prévention des risques psychosociaux, qui doit être fait justement pour des associations de taille suffisamment importante pour pouvoir identifier les risques psychosociaux au sein d'une structure et prévoir un plan de prévention en accord avec le CSE qui permet de discuter je sais pas, l'organisation du télétravail, l'organisation des locaux, les questions de temps de travail, de régulation des heures supplémentaires. Donc, il y a plein de choses comme ça qui existent déjà, dont il faut savoir se saisir, qui sont pas très faciles d'accès, notamment quand on est bénévole, mais qui sont autant de cadres existants qu'il faut savoir utiliser. Et puis après, on a toutes sortes, comme on l'a dit, les assos sont assez inventives justement pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, moi, j'ai déjà vu des exemples de chartes, alors qui ont aussi leurs limites, mais voilà, de chartes, de groupes d'échanges complémentaires, de séminaires, de genre de choses qui permettent de mettre à plat certaines problématiques collectives, en tout cas, pour pouvoir après en discuter et proposer des choses qui conviennent à toutes et à tous. Tu voulais réagir, Simon ? Oui, parce que du coup, c'est vrai que tout ce qu'a dit Thibaut, moi, je trouve ça très bien. Mais alors, du coup, aussi pour donner un coup de main aussi aux employeurs, parce que ils ont leurs intérêts propres aussi. Et si les salariés ont leur syndicat de salariés pour les défendre, notamment face à leur employeur, les employeurs ont aussi leur syndicat d'employeurs, même dans le monde associatif. Et ils sont assez différents quand même du MEDEF, où voilà, c'est pas du tout les mêmes. Ça s'appelle l'UDES. Et après, par secteur d'activité, on retrouve encore des organisations
Par exemple, dans le secteur de l'animation, ça va être Exopé. Dans celui des centres sociaux et des crèches associatives, ça va être Elisfa. Dans le travail social, ça va être Nexem. En fait, ces organisations d'employeurs, évidemment, elles donnent des conseils juridiques aux employeurs, hein, notamment quand il y a des conflits, mais ils font aussi des formations. C'est là aussi que les employeurs peuvent se former pour savoir ce que c'est que la fonction employeur, quelles sont leurs responsabilités. Et c'est des outils qui existent et qui sont très peu connus, aussi bien des salariés que des employeurs. Et c'est regrettable parce que ça fait partie de la solution pour se former. Et après, en effet, il y a aussi des dispositifs comme le DLA, le dispositif local d'accompagnement, ou faire appel à des consultants extérieurs, parce que moi, les employeurs que j'ai vus, ils disent tous, on a le nez dans le guidon, on n'arrive pas à s'en sortir. Ils ont peu de temps. Donc, aller chercher des ressources à l'extérieur pour mieux organiser le travail, mettre en place des plans de prévention sur les risques psychosociaux, par exemple, oui, ça peut être utile. Quoi. Super. Merci beaucoup. Merci Thibaut et Simon de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello@questions-asso.com que vous trouverez en description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens, les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sounds of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Asso. Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos.